Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses. Je vais vous présenter aujourd'hui les 3 nouveautés du 3 décembre 2020. C'est un petit hasard, mais il s'avère que les 3 nouveautés du jour, elles présentent sur la couverture un élément astral. Ici la Lune, encore une fois la Lune, et puis dans l'autre contraire, on voit la planète Terre vraiment en très gros derrière. Et voilà, c'est un petit détail que moi je trouvais assez rigolo, que j'avais envie de vous signaler. C'est vrai que quand on fait les plannings de publication, on se rend pas forcément compte de comment ça va apparaître après en librairie. Et c'est vrai que quand on a les 3 ouvrages qui sont arrivés au bureau, on s'est dit « Oh !» c'est marrant, dans tous les cas, il y a une grosse planète qui apparaît en couverture, ou la Lune. Et voilà, je trouvais ça assez marrant de vous le signaler. Pour le coup, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet et vous parler des nouveautés. On commence avec le tome 2 de Nos temps contraires. Je suis vraiment très content de publier ce shoujo manga de science-fiction. Et aux premiers échos qu'on a reçus, il semble que vous êtes aussi très content de la découverte de cet ouvrage-là. Le tome 1 était vraiment très introductif et là on va rentrer dans le vif du sujet et l'histoire va vraiment se complexifier. Bon, ce que vous allez pouvoir très vite constater, c'est une petite bizarrerie qui est aussi présente dans la version japonaise. Alors je ne sais pas du tout pourquoi c'est comme ça, mais je vais vous montrer tout simplement la page de sommaire. Et ce que vous pouvez constater sur la page de sommaire, c'est que cette fois-ci sur les chapitres, il y a des titres de chapitres. Des titres de chapitres que je peux vous lire. Épisode 6, Lorsque tu régnais sur une nuit d'innocence. Épisode 7 et épisode 8, Le jour sans fin du docteur Girafe. Épisode 9, Un Prométhée à la petite semaine, etc. etc. Vous avez peut-être remarqué, dans le tome 1, en fait, les chapitres n'avaient pas de sous-titres. Bon, c'est vrai qu'on s'est demandé à un moment si c'était pas une erreur, par exemple, de la première édition de la version japonaise. Ça arrive que les éditeurs japonais, entre le premier tirage et les réimpressions, ils fassent aussi des modifications. Donc je me suis demandé, quand j'ai vu qu'ils avaient rajouté des titres de chapitres à partir du tome 2, si par hasard, dans le tome 1 réédité, peut-être qu'ils auraient aussi rajouté des titres de chapitres et du coup, par anticipation, on aurait pu mettre ces titres de chapitres dans le tome 1 directement dans la version française pour le premier tirage. Il s'avère que même pour les réimpressions du tome 1 de cette série-là au Japon, il n'y avait pas de sous-titres pour les différents chapitres du manga. Du coup, on a fait pareil. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là au Japon. Peut-être aussi parce que ce tome 1 est comme une très grande introduction et qu'il y a un bond dans le temps qui s'opère à la fin du tome 1 et du coup qui commence vraiment l'histoire au tome 2. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut considérer le tome 1 comme une très grosse introduction. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de sous-titres de chapitres. Et c'est aussi pour vous dire que sur le tome 1, le fait qu'il n'y ait pas de sous-titres de chapitres, ce n'est pas une erreur de la version française et c'était bien comme ça dans la version japonaise. Après, ce que je voulais aussi vous signaler sur ce tome-ci, très spécifiquement, c'est qu'il y a l'apparition de 2 nouveaux personnages. Et ces personnages-là, ils ont des noms et des prénoms, mais ils ont aussi des surnoms, et ces surnoms-là sont un peu curieux, puisque littéralement, c'est marqué comme ça en japonais dans le texte. Il y a un personnage qui s'appelle le docteur Girafe, et un autre personnage qui s'appelle Lion. Donc c'est vraiment les termes français, Lion et Girafe, et c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre quand on lit ça en français, et il y avait la question de savoir si on laisse les prénoms de ces personnages et les surnoms de ces personnages de cette manière-là, c'est-à-dire que dans le texte en français, vous avez des personnages qui s'appellent Lion et Girafe. Alors évidemment, c'est comme ça qu'ils s'appellent, mais c'est vrai que dans le texte en japonais, quand vous avez des noms ou des surnoms qui sont Lion et Girafe, ça sonne peut-être un peu exotique ou un petit peu différent, mais en français, bon, ça sonne un petit peu incongru. De toute façon, on s'est quand même dit, en fait, ça serait bizarre de changer les noms et les prénoms de ces personnages-là, donc on les a laissés comme ça, et donc ne soyez pas surpris de voir dans le texte des noms de personnages un peu curieux. Et là où je voulais en venir aussi, c'est que justement sur ce fameux docteur Girafe, il y a quelque chose qui est explicite en japonais et qui, je pense, est du coup moins évident en français, mais qui était presque impossible à rendre de manière très très explicite sans changer vraiment fondamentalement les textes. En fait, ce personnage qui est surnommé Girafe, il a un autre nom, en fait, son vrai nom c'est le docteur Kilin. Le Kilin qui est un animal mythologique japonais, mais en japonais on dit aussi Kilin pour dire la girafe, d'où le choix de la dessinatrice d'appeler vraisemblablement ce personnage-là le docteur Girafe en français. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu trouver un autre surnom en faisant des parallèles avec d'autres créatures mythologiques, etc. Mais d'une certaine manière, ça aurait été trahir le côté un petit peu international
de cette œuvre avec des personnages qui sont assez variés, d'origines très différentes, et justement c'est intéressant de parler de l'origine de ce personnage, Girafe, le Dr Krillin, le Dr Girafe, parce que en fait la manière dont c'est écrit en japonais, avec des caractères d'origine chinoise, les kanji, il est largement sous-entendu, même si c'est pas dit de manière 100% explicite, que potentiellement ce personnage il est d'origine chinoise. Bon bah voilà, ça on le comprend de manière un petit peu subtile quand on lit le manga en version japonaise, grâce à l'écriture, la retranscription, etc. Et ça c'est quelque chose qui est quasiment impossible à retranscrire en français. Pour autant, on a jugé que c'était pas forcément nécessaire de mettre des notes ou de mettre une grosse explication ou potentiellement d'arranger un texte pour l'expliciter. Pourquoi? Parce que dans toute la scène du début, toutes les scènes où il apparaît, il y a vraiment beaucoup de dialogue et de contexte autour du thé et de comment on apprécie le thé chinois en opposition du thé japonais. Donc si vous lisez la série de manière attentive, en fait, vous comprenez dans le sous-texte que ce docteur Girafe, il est d'origine chinoise. Donc c'est pour ça qu'on a jugé que ce n'était pas nécessaire d'en rajouter une couche et qu'en fait un lecteur attentif va pouvoir saisir que ce personnage est d'origine chinoise de la même manière qu'un lecteur japonais peut comprendre sans que ce soit dit explicitement la même chose. Autre chose que je voulais vous dire par rapport à cette série-là, c'est que vous l'avez peut-être constaté dans le tome 1, mais il y a beaucoup de passages qui font référence à d'autres œuvres littéraires. Et ces œuvres littéraires, elles sont traduites en japonais dans la version japonaise, mais pour la version française de notre contraire, ça pose des questions. Est-ce qu'on fait une retraduction de la retraduction du japonais vers le français, ou est-ce qu'on se réfère à la version officielle française qui est peut-être traduite d'une autre langue, de l'anglais, ou qui est du texte français à l'origine, etc. Donc ça demande aussi un travail de réflexion, d'adaptation et de recherche et de référencement pour savoir justement comment on retraduit un texte en français alors qu'à l'origine il n'est pas justement en japonais. Donc ce n'est pas vraiment une traduction du japonais vers le français mais potentiellement d'une autre langue vers le français, donc traduction, trahison, etc. Plus on traduit, on retraduit, on sait que ça peut faire plein d'erreurs. Donc ça, il y a un gros travail là-dessus qui est fait par Alexandre, le traducteur, et d'ailleurs je l'en remercie pour sa rigueur parce que nous ça nous facilite beaucoup le travail. Et vous pouvez voir du coup à plusieurs reprises quand il y a des passages qui sont des extraits d'autres œuvres littéraires qui ne sont pas à l'origine des œuvres japonaises. Voilà, il y a des références de traduction aussi qui sont notées au sein de ce manga-là. Je vais m'arrêter là pour ce tome 2 de Nos temps contraires. En tout cas, j'espère que vous prenez vraiment beaucoup de plaisir voilà, à lire et à découvrir cette série-là, parce que nous, ça fait partie des titres qu'on est très très heureux de pouvoir vous proposer, de pouvoir défendre pour vraiment montrer une diversité à plein de niveaux. Diversité du shoujo manga, diversité de personnages et de représentations. D'ailleurs, je voulais le signaler, c'est un petit détail, mais c'est très très rare dans le manga qu'on ait un personnage, là, en l'occurrence d'origine indienne en couverture, et je trouve que c'est très rafraîchissant et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, j'espère que vous allez répondre présent pour cette série-là. Pour le moment, c'est bien parti. En tout cas, on a d'autres œuvres de science-fiction, j'ai pas dit des shoujo manga, mais j'ai dit des œuvres de science-fiction en tout cas, qui arrivent l'année prochaine au catalogue. Et je vais donc enchaîner avec les deux autres nouveautés. Je vais en parler en même temps, hein, puisqu'il s'agit du tome 2 de la version manga de Rendez-vous au Crépuscule et du spin-off en roman Fragments de Crépuscule. Comme il s'agit vraiment d'un projet qu'on a pensé d'une manière globale, je vais en parler en même temps et je vais vous parler de deux choses, notamment du travail qui avait été fait sur la conceptualisation du logo de la série, ou en tout cas de la saga, et puis aussi de la manière dont on avait conceptualisé voilà, le travail de promotion et comment faire en sorte que l'ouvrage et que la série globalement, la saga, trouve son public pour imposer vraiment le travail de Tetsuya Sano, son romancier d'origine. Vous le savez sans aucun doute, on a sorti le roman Rendez-vous au Crépuscule en mars. À l'origine, ça ne devait pas du tout se passer comme ça s'est passé, il ne devait pas y avoir de confinement. On devait faire un lancement au Salon du Livre, vraiment pour le présenter dans un grand événement parisien, essayer d'avoir de la presse, etc. Et puis hélas, il est sorti vraiment la semaine du confinement où on ne pouvait plus rien changer. Donc il est sorti bon gré mal gré dans une semaine où toutes les librairies étaient fermées, à la star d'un ouvrage comme Running Girl, ou même Tant que nous serons ensemble par exemple, où on n'a vraiment rien pu faire, on n'a pas pu stopper. Donc ça a été hélas un très gros handicap pour faire connaître ce livre-là. Bon, malgré ça, vraiment on l'a retravaillé comme une nouveauté pour la réouverture des librairies. Et voilà, pendant plusieurs semaines après la réouverture des librairies, on a fait comme si c'était une nouveauté de mai. Et d'ailleurs, on doit remercier autant les libraires que les lecteurs qui ont soutenu l'ouvrage, parce que la très bonne nouvelle, et c'est une des choses que je voulais vous dire aussi, c'est que bon, même si ça a probablement moins marché que ce que ça aurait pu faire s'il n'y avait pas eu le confinement, malgré tout, on a réussi à trouver un public. Et là, on va bientôt devoir réimprimer voilà, ce rendez-vous au crépuscule, et c'est la première fois de facto
Sano, qu'on réimprime un de nos romans, et dans un contexte qui a été très compliqué. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde et toutes les personnes qui ont contribué à ce succès. À l'origine, nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était de publier ce roman, et au début, quand on avait fait une offre à l'éditeur, il n'existait pas encore la version manga. Et en fait, après qu'on ait envoyé l'offre pour le roman, il y a eu une adaptation au cinéma et puis aussi une adaptation en manga. Donc là, l'éditeur japonais, évidemment, nous a prévenus et on a eu de longues discussions avec eux pour savoir ce qu'on voulait faire. Et de fil en aiguille, on a aussi signé les droits du manga et les droits du spin-off, donc Fragments de Crépuscule. Simplement, nous, on pense en tant qu'éditeur que c'est pas une bonne idée de publier en même temps la même œuvre en format roman et en format manga. Il nous semblait plus pertinent de construire une réputation à l'œuvre avec le matériel d'origine, à savoir le roman de Tetsuya Sano. Et dans un second temps, une fois qu'on aurait réussi à faire connaître le roman, on pourrait aussi publier le manga pour autant faire plaisir aux personnes qui ont lu le roman et qui voulaient lire l'adaptation manga que le proposer à des lecteurs qui ne lisent pas par exemple de romans. Et ça nous semblait plus pertinent donc de faire son lancement en décalé. Simplement, comme je vous l'ai dit, le confinement, ce qui a beaucoup compliqué les choses. À l'origine, le tome 1 de Rendez-vous au Crépuscule version manga devait sortir en juin. Et puis le tome 2 devait sortir en septembre. En septembre, on aurait dû vous annoncer la publication de Fragments de Crépuscule pour enchaîner. Tout ça a été bouleversé évidemment, et au final le tome 1 de Rendez-vous au Crépuscule version manga est sorti en septembre, et le tome 2 est donc sorti en décembre, en même temps que Fragments de Crépuscule. C'était important pour nous que Fragments de Crépuscule ne sorte pas avant la fin du manga, parce que l'idée c'était vraiment que les gens qui ont autant lu le roman d'origine que les gens qui ont lu le manga puissent se plonger dans ce spin-off, cette espèce de suite. Il y a des chapitres qui sont la suite, il y a des chapitres qui se passent en parallèle de l'histoire principale d'un autre point de vue, et voilà, l'idée c'était de pouvoir avoir des lecteurs qui viendraient autant du roman que du manga. Et donc si on sortait Fragments de Crépuscule avant que le manga ne soit fini, ça n'avait aucun sens. Il s'avère que normalement, comme je vous l'ai dit, celui-ci aurait dû sortir en septembre, et du coup celui-ci aurait dû sortir en novembre, 2 mois après. Au final, avec le décalage, on a décidé de sortir les deux en même temps et de mettre, pour le coup, sur le rabat du tome 2 de Fragments de Crépuscule, une petite publicité pour le roman pour vous signaler son existence. Ce qui fait que si vous avez lu soit le roman, soit le manga, vous pouvez lire Fragments de Crépuscule. Enfin voilà, c'est vraiment comme ça qu'on a conceptualisé le projet pour essayer d'en faire un succès commercial, parce que je vous cache pas que spécifiquement sur le roman japonais, ce qui est appelé communément le light novel, mais qui est personnellement un terme que j'aime pas du tout, parce que vous le savez depuis un moment maintenant, chez Akata on n'aime pas les étiquettes, on n'aime pas les catégorisations, et en fait le terme light novel c'est jamais qu'un terme marketing pour quelque chose qui est finalement un roman qui cible peut-être un public spécifique, mais en fait en France il y a plein de romans qui ciblent plein de publics spécifiques, et malgré tout ça reste toujours des romans, et on parle de romans young adulte, on parle de romans jeunesse, etc. Et pour moi, ce qu'on appelle le light novel, je trouve que ça reste du roman. Puis j'aime pas ce terme light qui veut dire un peu léger. Les ouvrages que nous on publie chez Akata sont pas trop légers en termes de thématique. En plus, on publie vraiment des ouvrages qui, au Japon, ne sont pas forcément dans des labels light novel. Par exemple, Je ne suis pas un gars de fiction était vraiment publié dans le label roman de son éditeur. Donc voilà, j'aime pas trop cette étiquette light novel, et donc on continue d'assumer nos ouvrages comme des romans. C'est comme ça qu'on a envie de les présenter, de vous les présenter et de les présenter aux libraires. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a aussi maintenant potentiellement des auteurs français dans nos collections de romans, puisqu'on a déjà Runaway dans notre collection Shoujo qui a été écrit par Mathieu Guibé, et puis on a Tant qu'il le faudra qui arrive de manière imminente de Cordelia, qui sont donc bien écrits par des Français et qu'on assume comme des romans d'auteurs français. Cela étant dit, c'est très difficile le marché de ce qu'on appelle le light novel japonais en France, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les couvertures sont trop typées manga et que du coup il faut changer les couves. Alors on l'a fait sur par exemple un ouvrage comme Mawalu Penguin Drum, avec toutes les polémiques que ça a généré, on teste, on évolue, on réfléchit, on regarde comment ça se passe, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les libraires qui vendent des romans, et notamment des romans on va dire jeunes adultes, ce ne sont pas les mêmes forcément que les librairies manga. Et les modes de vente, les réflexes ne sont pas forcément les mêmes, et voilà, il y a aussi une codification et un impact de la couverture qui est important autant au moment de la commande qu'au moment de l'achat. Globalement évidemment les lecteurs de manga aussi lisent beaucoup de light novel, entre guillemets light novel, mais tous ces romans japonais, nous on a vraiment envie qu'ils soient lus aussi par des gens qui lisent globalement des romans, et des romans jeunes adultes notamment. Et c'est pour ça qu'on réfléchit toujours à comment faire
pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà, manifestement sur Mahalo Penguin Drum, on n'a pas eu la décision la plus pertinente pour une certaine tranche du lectorat. Et l'avantage qu'on avait avec les ouvrages de Tetsuya Asano, notamment sur le tome 1 de Rendez-vous au crépuscule, c'est un micro-détail, hein, vous allez peut-être un peu grincer des dents en entendant ça, mais vous voyez, les personnages, ils ferment les yeux. Donc moi, j'ai aucun problème avec les dessins manga, entre guillemets manga, je suis un grand lecteur de manga, je suis éditeur de manga à la base, donc évidemment, ça me pose aucun souci, mais il y a une réalité, c'est que ces grands yeux très typés, il y a plein de gens qui vont dire « Ah mais non, c'est du manga, ça m'intéresse pas », et l'avantage de cette couverture, c'est que les personnages avaient des yeux fermés. Donc il y avait un côté qui était assez universel et qui, entre guillemets, permettait justement de séduire un plus large public. Donc sur ça, on était vraiment très contents parce qu'on pouvait assumer cet ouvrage-là avec son illustration. En plus, Londro, c'est vraiment un des illustrateurs les plus talentueux de sa génération et ça aurait été tellement triste de devoir changer cette illustration. Si vous regardez, c'est la même chose pour le roman Pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie. Le personnage a les yeux fermés sur la couverture et avec le grand travail de décor de l'illustration, ça permettait vraiment de toucher un large public. C'est pour ça en fait que ce choix de couverture, il est crucial sur les romans japonais jeunes adultes, on va dire les light novels, si on parle voilà, avec ce vocabulaire spécifique, et que c'est toujours un vrai casse-tête parce que il y a le moment de l'achat, mais avant il y a la commande par les librairies spécialisées manga, les librairies généralistes, et donc il y a tellement d'échelons, tellement de types de lecteurs différents, de types de libraires différents, que c'est vraiment compliqué de trouver la solution qui va satisfaire tout le monde, et que en fait il nous semble que les romans autant de Tetsuya Asano que par exemple Pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie, c'était le parfait croisement entre toutes ces attentes. Et pour le coup, justement, Rendez-vous au crépuscule a trouvé son public, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et j'en profite justement pour vous parler de comment on a conceptualisé les couvertures. Ce logo Rendez-vous au crépuscule, je voulais vraiment qu'il soit le même pour le roman que pour le manga. Donc ça, c'était une des choses que j'avais donné au brief à la graphiste à l'origine de la création de la série. Et puis je lui avais aussi dit qu'il y aurait un spin-off et que je voudrais que ce spin-off-là soit dans la même charte graphique où on changerait simplement un ou deux mots. Voilà, Rendez-vous au crépuscule et puis Fragment de crépuscule. Donc je voulais en fait que le logo soit à peu près le même. Vous voyez, c'est beaucoup ce qui se fait dans le monde du roman young adulte où il y a des sagas parfois qui font 3-4 tomes et plutôt que de dire tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, ils vont changer un mot ou deux mots dans le titre global et ils vont garder la même maquette en changeant un petit peu, en arrangeant, en changeant un mot. Et moi je trouve ça très efficace. Et puis l'idée c'est aussi d'essayer de copier un petit peu ce qui se fait et qui marche. Et pour le coup, Rendez-vous au crépuscule, Fragment de crépuscule, ça sonne comme quelque chose qui vient du même univers. Fragment de crépuscule, c'est tombé sous le sens parce que en fait le titre original de ce one shot, ce n'est pas Fragment de crépuscule, c'est Rendez-vous au crépuscule plus Fragment. Et voilà, on a demandé à l'éditeur japonais, est-ce qu'on peut l'appeler Fragment de crépuscule? Et sachant que justement, c'est un recueil de nouvelles qui se passe dans l'univers de Rendez-vous au crépuscule, ça sonnait parfaitement et ça faisait beaucoup de sens. Et voilà, du coup, on a réussi à faire, à mon avis, quelque chose qui est très cohérent, qui tient la route et qui peut séduire autant des lecteurs de romans jeunesse, jeunes adultes, que des lecteurs de manga. Et ça, voilà, pour moi, c'est vraiment des projets qui sont très stimulants. C'est vrai que pour le coup, sur cette année, on a sorti moins de romans que prévu. Il y a eu beaucoup de reports, ça c'est l'effet du confinement. Donc je m'excuse beaucoup, mais les suites de Ce qu'il n'est pas, Le pâtissier de mes rêves. Et là, ça aussi, le lancement de Tant qu'il le faudra. Tout ça, ça a été décalé à 2021. Et aussi un autre roman qui était prévu japonais pour la deuxième partie de l'année 2020 a carrément glissé d'un an. On ne pouvait plus reculer sur Rendez-vous de crépuscule parce que c'était annoncé trop tard le premier confinement. Donc on a dû assumer le projet, s'arranger et faire des pieds et des mains pour réussir à transformer ça en succès. Comme je vous l'ai dit, on est plutôt content du résultat. À suivre ce qu'on arrivera à faire l'année prochaine. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura donc les suites des séries déjà commencées. Et puis aussi, pour le moment, 3 one-shots japonais de prévus, ainsi que forcément le lancement de Tant qu'il le faudra de Cordelia. Et tout ça sera donc à suivre l'année prochaine, en 2021, mais on aura forcément l'occasion d'en reparler sur cette chaîne. Donc je vais m'arrêter là pour cette présentation des nouveautés du 3 décembre 2020. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à la commenter et puis à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée, etc. en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation sur notre chaîne YouTube.